Pour l'instant, ce sont surtout les zones frontalières à l'ouest du pays qui font face à ces arrivées. Dans le sud, par exemple, Rumongue accueille au moins 25 000 déplacés, sachant que chaque jour, des personnes continuent d'affluer, en grande majorité des femmes et des enfants déjà épuisés et traumatisés. Sur place, l'administration et le Haut Commissariat aux réfugiés sont débordés. Les centres de transit ne peuvent plus héberger personne, alors les gens dorment là où ils peuvent. Par exemple, dans le stade de la ville qui dispose de seulement 2 toilettes et un robinet. D'autres dorment carrément dehors alors qu'on est en saison des pluies. Et puis tout manque, les médicaments, la nourriture. Dans ces conditions, les maladies risquent aussi de se propager à vitesse grand V alors que les hôpitaux sont déjà débordés. Le site des réfugiés de Mousséni, de même que les centres de transit et les anciens camps des réfugiés, ont aujourd'hui atteint et même dépassé leur capacité d'accueil, tant sur le plan infrastructure que logistique. Cette situation risque d'affecter non seulement la qualité des services fournis, mais également la sécurité des personnes concernées et celle des communautés environnantes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces arrivées, elles s'ajoutent aux plus de 71 000 Congolais qui avaient déjà fui vers le Burundi depuis le mois de janvier. Avant juillet, août, on parlait déjà du plus grand afflux qu'a connu le pays depuis le début des années 2000. J'avais pu me rendre sur place à l'époque et constater le manque déjà criant de moyens, aussi lié au contexte général de baisse de l'aide internationale. Or, en seulement quelques jours, ce nombre, il a plus que doublé. Alors aujourd'hui, plus que jamais, les organisations humanitaires appellent à la solidarité internationale. Et puis le gouvernement burundais a de son côté annoncé un plan de réponse d'urgence dont la mise en place nécessitera 33 millions de dollars. Sitôt le retrait en cours du M23 annoncé, sitôt ces images diffusées sur les réseaux sociaux par des proches du mouvement rebelle, celles de ces hommes en treillis qui quittent la caserne qu'ils occupaient depuis plus d'une semaine. Et au petit matin, aucun homme en uniforme ni en armes n'est visible autour des bâtiments, ni devant la mairie, symbole de la chute de la ville. Départ effectif ou pas des éléments du M23, certains habitants ont le sentiment d'être livrés à eux-mêmes. La plus grande inquiétude que nous avons, c'est le fait de voir le départ des troupes qui étaient ici. Alors on se demande comment nous allons rester sans un quelconque gouvernement. C'est ça la grande peur, être obligé de rester sans aucune autorité dans la ville. Un retrait qui doit être achevé dès ce jeudi, précise le communiqué publié par le M23 qui appelle la population à rester calme. La réaction des autorités congolaises a été immédiate, commentant tout d'abord les images de la nuit, faisant observer que les véhicules qui quittent la caserne sont quasiment vides, affirmant ensuite que des éléments du M23 sillonnent depuis la ville en tenue civile et que d'autres se sont redéployés sur les hauteurs d'Ouvira. Pour en venir à cette conclusion, tout cela n'est que manipulation dans le seul et unique but de réduire la pression internationale. En attendant, à Kinshasa, des voix de la majorité présidentielle garantissent que la sécurité des habitants sera assurée. Cette ville sera protégée, la population civile de cette ville sera protégée par le FARDC, par la police, bref, par les éléments de force de l'ordre de la République démocratique du Congo, parce que l'occupation de cette ville a été en violation de l'accord de Washington. Et le retour des militaires congolais, le M23 en a fait une ligne rouge, affirmant qu'il ne tolérera aucune remilitarisation de la ville. Il avait notamment conditionné son retrait au déploiement d'une force qualifiée de neutre pour garantir le cessez-le-feu.